Février 1820, en France, à la sortie de l'Opéra de Paris. Tandis que le spectacle se termine sous les applaudissements, l'un des héritiers du trône de France, qu'on appelle le duc de Berry, est assassiné par un bonapartiste. Ce dernier est connu sous le nom de Pierre Louvel et il est à l'origine de la pire crise politique de la Restauration. En effet, les ultra-royalistes craignent un nouveau coup d'État contre les Bourbons et se soulèvent comme un seul homme. À la Chambre des députés, ils font pression pour enterrer les idéaux de 1789 et menacent de faire plonger tout le pays dans la terreur. Le roi, trop affaibli pour s'y opposer, les laisse mettre en place la loi du double vote qui permet aux électeurs les plus riches de voter 2 fois. Cette mesure favorise forcément les candidats les plus radicaux qui sont alors sûrs et certains de remporter les prochaines élections. Ainsi, malgré tous les efforts du roi qui faisait le pari de l'apaisement, la France n'oublie pas les profondes fractures laissées par la Révolution. Le royaume est encore une fois au bord de l'éruption et les Bourbons semblent avoir perdu le soutien du peuple. Si la dynastie royale veut reconquérir l'opinion, elle va devoir briller autre part que dans les débats parlementaires. Et comme souvent dans les périodes de crise, c'est en faisant la guerre à l'étranger que les rois voudront changer l'histoire. Elle ne le sait pas encore, mais le destin de la cité d'Alger est sur le point de basculer brutalement sous le feu des canons de Charles X. Le saviez-vous, en France, le nombre de victimes d'escroqueries enregistrées par le ministère de l'Intérieur a atteint le chiffre de 26 millions en 2023. Un véritable fléau qui ne fait qu'augmenter chaque année avec toujours plus d'appels frauduleux. On estime désormais que 28% des appels en inconnu sont des spams ou des fraudes. Si vous regardez mon propre journal téléphonique par exemple, j'ai été appelé plus de 6 fois par des numéros indésirables au cours du dernier mois. Et à chaque fois bien sûr, c'était pour du démarchage. Alors, notre partenaire du jour, France Vérif, mobilise l'intelligence artificielle pour protéger tous vos appareils. Le service va agir comme un véritable bouclier numérique, il va bloquer les virus et les pirates informatiques avant même qu'ils n'aient réussi à vous atteindre. Contrairement aux antivirus classiques qui n'agissent qu'une fois que votre appareil est infecté, France Vérif et ses robots dopés à l'intelligence artificielle anticipent les tentatives de fraude. De plus, leur application s'enrichit d'une nouvelle fonctionnalité de blocage d'appels. Fini les coups de téléphone indésirables, et à pas d'heure surtout, l'application va automatiquement bloquer les numéros suspects pour vous laisser enfin la paix. Bref, offrez ou offrez-vous la meilleure sécurité du monde avec France Vérif. En cliquant sur le lien juste en dessous, vous pourrez profiter d'une réduction de 60% sur une offre qui permet de protéger jusqu'à 5 utilisateurs. C'est le moment de mettre toute votre famille à l'abri avec ce service français qui a reçu en plus le soutien officiel de l'État. Le lien se trouve juste en dessous, alors bonne vidéo avec France Vérif. En février 1820, après l'assassinat du duc de Berry, il semble que Louis XVIII ait perdu son pari. À la Chambre des députés, c'est désormais Joseph de Villèle qui mène la nouvelle majorité parlementaire. Il est soutenu par le comte d'Artois depuis les Tuileries, mais aussi et surtout par Chateaubriand depuis la Chambre des Pairs. L'écrivain a d'ailleurs fondé un journal intitulé Le Conservateur qui se vend à des milliers d'exemplaires et qui devient très influent. Sa plume provoque un engouement qui pousse Louis XVIII dans ses retranchements et le roi n'a pas d'autre choix que de s'appuyer sur Villèle pour gouverner. Comme le pays fait désormais partie de la Sainte Alliance, une entente entre grandes puissances européennes qui a pour objectif d'étouffer le libéralisme, Paris est également tenu d'intervenir à l'extérieur des frontières. Tandis que Villèle organisera la répression à l'intérieur du pays, les armées françaises se porteront au secours du roi d'Espagne, dont les palais sont pris d'assaut par les révolutionnaires. Alors, comment les ultras emmenés par Villèle comptent-ils protéger la dynastie royale d'une nouvelle révolution ? Le premier danger semble se situer au niveau de la succession, car si le roi meurt, il n'y aurait que son frère, le comte d'Artois, puis son neveu, le duc d'Angoulême, pour lui succéder. Heureusement, la veuve du duc de Berry annonce la naissance posthume de son fils unique, le comte de Chambord. Le nouveau-né est surnommé l'enfant miracle, et bien qu'il soit orphelin de son père, il représente déjà l'avenir de sa lignée. On se dit en effet que le prince aura toute sa vie pour assurer aux Bourbons une nombreuse progéniture, et ainsi allonger la liste des héritiers possibles. Ensuite, la Chambre des députés demande au roi des mesures exceptionnelles pour réprimer les émeutes. Il y a des bonapartistes qui souhaitent un retour de l'empereur, il y a des républicains qui réclament un régime robespierriste, il y a des libéraux modérés emmenés par d'anciens révolutionnaires comme Lafayette qui fait son retour aux affaires. Nombre d'entre eux sont même répartis dans des sociétés plus ou moins secrètes, qu'on appelle la charbonnerie, et dont les membres sont estimés à 40 000. Seulement voilà, les charbonniers peinent à recruter massivement parmi les soldats par manque de moyens financiers. Malgré les Vive l'Empereur et les Vive la Révolution hurlés comme des cris de ralliement, les émeutes sont rapidement écrasées.
Enfin, hasard de calendrier ou ironie de l'histoire, c'est en plein milieu de la répression anti-bonapartiste que la nouvelle du décès de Napoléon parvient en France. Il est alors 5h49, le 5 mai 1821, quelque part sur une île perdue de l'océan Atlantique, celui qui a jadis dominé l'Europe s'éteint subitement. Malgré les hommages de ces geôliers britanniques, sa mort est vécue comme un soulagement par les royalistes français. Ainsi, malgré l'acte meurtrier de Pierre Louvel, c'est la dynastie des Bourbons qui reprend l'avantage sur les Bonaparte. D'un côté, la naissance du comte de Chambord, le futur de la famille royale, de l'autre, la mort de Napoléon et la fin des rumeurs d'un éventuel retour. Pour le reste, les émeutes sont écrasées rapidement par les forces de l'ordre, ce qui permet à Villèle de s'imposer en chef d'orchestre de la politique française. Par contre, les ultras n'entendent pas limiter leur combat à l'intérieur des frontières. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, l'Europe conservatrice est choquée par le destin du roi d'Espagne. La révolte y a pris une tournure dramatique car Ferdinand VII a été fait prisonnier par les rebelles à Cadiz, dans le sud du pays. Le Bourbon de Madrid demande alors l'aide de son cousin, le Bourbon de Paris, ce qui met Louis XVIII devant ses responsabilités. Le royaume est en effet membre de la Sainte Alliance et les ultras ne manquent pas de rappeler au roi ses engagements. Nous sommes donc en avril 1823, 9 ans à peine après la défaite napoléonienne sur la péninsule, et voilà que des soldats français traversent une fois de plus les Pyrénées. Le corps expéditionnaire est emmené par le duc d'Angoulême. C'est le troisième héritier de la lignée royale, et celui-ci a pour mission de faire gagner les Bourbons sur le sol qui a vaincu les Bonaparte. Pour cela, le duc arrive en vue de Cadiz à la fin août et assiège une île appelée Trocadéro. Lorsqu'il donne l'assaut le 31, il ordonne aux soldats d'enlever les positions rebelles à la baïonnette. À 10 contre 1 forcément, les Français obtiennent la libération du roi d'Espagne. Après la victoire de Trocadéro, les ultra-royalistes semblent avoir tout gagné. L'expédition d'Espagne couvre la famille royale de gloire militaire et, contrairement aux batailles de Napoléon, l'opération reçoit le soutien diplomatique de toute l'Europe. En revanche, Louis XVIII ne peut pas tellement profiter de cette victoire car la maladie qui ronge son pied le maintient paralysé dans son palais. Il est désormais incapable de gouverner et il laisse un royaume dans une situation bien différente qu'il ne l'aurait souhaité. Fort de la propagande royale après l'expédition et porté par la loi sur le double vote, Villèle écrase complètement l'opposition lors des élections de 1824. Ses partisans passent de 36% à 96% des sièges, une majorité quasi complète qui fait disparaître les libéraux. En plus, le roi meurt peu de temps après, épuisé par la goutte, et selon la ligne de succession, c'est au tour du comte d'Artois de monter sur le trône. Comme cet héritier n'a jamais caché ses opinions anti-révolutionnaires, le couronnement de celui qu'on appelle désormais Charles X représente l'apogée de la cause ultra en France. Quand il est sacré à Reims dans la pure tradition d'Ancien Régime, les conservateurs jubilent et les héritiers de 1789 semblent vaincus pour toujours. Pourtant, même si les ultras semblent avoir tout gagné, les dangers qui pèsent sur la dynastie royale n'ont pas disparu, loin de là. Depuis 1823, on publie dans toute l'Europe le Mémorial de Sainte-Hélène, le livre contenant les mémoires de Napoléon. L'ouvrage est un véritable succès populaire et son écho se fait ressentir bien au-delà des frontières françaises. Selon l'historien Jean Tullard, ces mémoires ne sont pas seulement une réflexion sur son passé militaire, mais sont surtout un outil politique qui s'adresse à tous les Européens. Napoléon ne chercherait pas seulement à se présenter comme un général de guerre, il voudrait surtout se présenter comme le sauveur de la cause révolutionnaire. Selon lui, ce serait uniquement grâce à la Grande Armée que les idées de 1789 ont triomphé, et si l'empereur n'avait pas été trahi, les causes pour lesquelles les bourgeois d'Europe se battent aujourd'hui auraient été préservées. Jean Tullard y note quand même une contradiction. Si l'ouvrage tend à faire de l'empereur un champion de la démocratie, l'historien rappelle quand même que l'Empire a toujours combattu les libéraux. Le mémorial de Sainte-Hélène est en fait une acrobatie mémorielle. Il fait du Napoléon César antilibéral à un Napoléon démocrate pro-révolutionnaire, rendant le Congrès de Vienne responsable des maux de la guerre. Ajoutez à cela les critiques habituelles de la bourgeoisie contre le conservatisme de l'aristocratie européenne, vous obtenez un vieux continent au bord de l'éruption. En 1820, Naples se soulève pour réclamer une constitution calquée sur le modèle français. En 1825, Saint-Pétersbourg entre en révolution contre l'absolutisme du tsar Alexandre. L'Allemagne et l'Italie sont secouées par des manifestations étudiantes, et à Paris stupeur, des soldats crient vive l'empereur lors d'une revue des troupes par Charles X. Bref, la passion populaire pour le souvenir napoléonien s'ajoute au tumulte de la bourgeoisie européenne, et ce cocktail explosif pousse le continent vers la crise. L'Espagne et la Russie opèrent un tour de force absolutiste en supprimant presque toutes les libertés. La Prusse, la France et l'Autriche resserrent peu à peu la censure contre la presse.
Livres, objets d'art, compositions musicales, le travail de centaines d'artistes est jeté aux flammes, de peur qu'on y trouve des éloges envers la Révolution ou envers Napoléon. Cette répression fera d'ailleurs dire au poète allemand Heinrich Heine que là où on brûle des livres, on finit toujours par brûler des hommes. À Paris, les menaces de Villèle à l'encontre des journalistes déchirent son propre camp. La Chambre des Pairs s'insurge contre ses projets liberticides et même Chateaubriand se désolidarise de son gouvernement. Pour l'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe, la censure de la presse conduirait à remettre en cause tout le travail de compromis construit par Louis XVIII, une erreur impardonnable à ses yeux. Alors que les ultras dominaient 96% des sièges en 1824, ils n'en conservent plus que 60% en 1827. L'opposition s'est réunie derrière le marquis de Lafayette et occupe désormais 40% de l'hémicycle. À la fin des années 1820, l'Europe semble au bord de l'implosion politique une fois de plus. De nombreuses révoltes libérales ont essaimé partout sur le vieux continent, ce qui amène les gouvernements à prendre des mesures fortes. En Prusse, en Autriche, en Espagne, en Russie comme en France, la liberté de la presse est la première victime de la répression. Heinrich Heine, le poète romantique admirateur de Napoléon, écrit par exemple un poème en guise de contestation. Les censeurs allemands commencent-ils avant de raturer le reste de la page, comme pour anticiper la sanction, imbéciles, laissent-ils transparaître au milieu du texte. Un signe que malgré tous les efforts de l'aristocratie, la censure ne fera que radicaliser la bourgeoisie. Alors, tandis que la contestation agite l'Allemagne, comment la France de Charles X tente-t-elle d'enrayer l'opposition? Entre les Vive la Révolution criés par certains et les Vive l'Empereur criés par d'autres, pas facile de défendre la monarchie selon la charte. Maintenant, le roi se souvient aussi de Trocadéro qui avait provoqué une vague ultra-royaliste aux élections de 1824. C'est peut-être ici que se trouve le salut pour son gouvernement, il faudrait faire oublier les divisions internes en portant la guerre à l'étranger. En 1827, quand nous parlons, l'Europe opère un tour de force conservateur et les mouvements libéraux sont réprimés partout. Si la France veut intervenir militairement, elle doit trouver un autre ennemi que les révolutionnaires, tout en respectant ses engagements diplomatiques. Or, le seul État que les Français pourraient attaquer sans trop de risques, c'est l'Empire ottoman. Les Turcs dominent un immense territoire qui s'étend des Balkans jusqu'à l'Égypte, en passant par la Syrie, par l'Irak et par le Caucase. Leur capitale est à Constantinople, et leur sultan est aussi le calife des musulmans sunnites. Fort de cette double dimension politico-religieuse, la suzeraineté turque s'est même imposée en Afrique du Nord, où les régences de Tunis et d'Alger sont des territoires autonomes. Seulement, si les Ottomans semblent puissants sur le papier, leur appareil militaire ne se modernise pas aussi rapidement que celui des Européens. Les Russes et les Autrichiens ont longtemps combattu les Turcs, qui perdent à chaque fois du terrain, au point que Saint-Pétersbourg envisage désormais une invasion générale du Bosphore. Du point de vue de Charles X, le sultan de la Sublime Porte est donc un ennemi tout désigné. En effet, l'Empire ottoman n'est pas qu'une puissance en déclin, c'est aussi un État qui a très mauvaise réputation dans l'opinion publique européenne. Les Turcs sont accusés d'encourager la piraterie, l'esclavage et la répression contre les Grecs, des actes insupportables aux yeux des chrétiens qui voient une menace pour leurs intérêts et pour leur civilisation. En Méditerranée par exemple, la cité d'Alger est connue pour être un repère de corsaires qui rançonnent les navires passant près de leurs côtes. Les briques algérois rançonnent les marines marchandes, faute de quoi leurs bâtiments sont accostés par la force. Entre 1800 et 1815, les États-Unis ont dû envoyer leur flotte de guerre à travers l'Atlantique pour obliger les princes d'Afrique du Nord à cesser la piraterie. On appelle ce conflit les guerres barbaresques, qui opposent la marine américaine aux corsaires du Maghreb. Après 2 interventions, les États-Unis remportent une victoire décisive, ce qui conduit les Européens à faire la même chose un an plus tard. En 1816, une flotte anglo-hollandaise bombarde à son tour la Cité Blanche, dont les systèmes de fortification résistent autant que possible. L'artillerie occidentale est néanmoins supérieure à celle des défenseurs qui perdent de nombreux vaisseaux et qui sont alors contraints de négocier la paix. En plus de l'arrêt de la piraterie, les Anglo-Hollandais demandent aussi la libération des esclaves chrétiens d'Afrique du Nord, que l'opinion publique européenne appelle de ses vœux. Les Algérois promettent d'y mettre fin sans pour autant donner des garanties suffisantes aux Occidentaux, ce qui laisse à Charles X une fenêtre d'opportunité. Même si le chef de la Régence, qu'on appelle le Dey, respecte les accords passés, la piraterie et l'esclavage de chrétiens ne sont pas totalement résorbés. Pour toutes ces raisons, le roi de France sait que personne ne viendra aider la cité d'Alger en cas de guerre ouverte. Toujours en 1827, le roi de France en difficulté sur la scène politique intérieure prépare peu à peu une intervention militaire au Maghreb central. Les chantiers navals de Rochefort, de La Rochelle, du Havre, de Toulon recrutent en masse des ouvriers pour accélérer la construction de navires de ligne.
La marine française n'a plus gagné de bataille navale depuis 25 ans, mais elle dispose de vaisseaux ultramodernes construits sous Napoléon ou sous la Restauration. Par exemple, elle met en service l'un des tout premiers navires à vapeur dans le monde. Baptisé le Sphinx, c'est un bâtiment qui peut se déplacer à près de 20 km/h sans l'aide du vent, une prouesse technologique pour l'époque. Même si le Sphinx est destiné à des missions de transport et de ravitaillement, il est le symbole d'une puissance navale retrouvée que la France veut mettre en scène sous les yeux du monde entier. À ce titre, Charles X sait qu'une vieille histoire lie son pays à la régence d'Alger, car Paris s'est endetté auprès du Dey par le passé. Les Français avaient emprunté du blé pendant la Révolution et n'ont jamais payé la somme due à leurs créditeurs. En plus, quand le Dey convoque l'ambassadeur de France pour lui demander quand il sera payé, le Français aurait balayé la question d'un revers de main. L'invité se serait même montré insultant envers son hôte, cherchant sûrement à créer un incident diplomatique pour provoquer la guerre. Selon les sources françaises, le Dey se serait alors levé de son siège pour gifler l'ambassadeur d'un coup d'éventail. Selon les sources algériennes en revanche, le régent aurait simplement mimé une soufflante pour indiquer la porte à son invité. Charles X, quant à lui, n'en a retenu que sa version, le Dey d'Alger aurait insulté la France et l'affaire de l'éventail serait un incident diplomatique. À partir du 30 avril 1827, le roi dit disposer d'un casus belli contre la régence, c'est-à-dire d'un motif d'intervention que les Européens perçoivent comme légitime. Après l'affaire de l'éventail, les journaux français sous l'influence du gouvernement préparent peu à peu l'opinion à la guerre contre le Dey. Seulement, la haute société se prend surtout de passion pour les Grecs qui se soulèvent contre les Turcs. Depuis près de 10 ans, la Grèce est le théâtre de nombreux soulèvements et l'Empire ottoman semble dépassé par les indépendantistes. La défense de cette cause dépassant les clivages politiques traditionnels, Charles X ne peut qu'en sortir gagnant et n'hésite pas une seule seconde. Avec l'aide des Britanniques et des Russes, les Français sont engagés dans la bataille de Navarin le 20 octobre 1827. Une vingtaine de navires de guerre européens engagent une armada turco-égyptienne mal équipée et envoient rapidement par le fond une cinquantaine de vaisseaux. Pour le roi de France, le triomphe est extrêmement important, c'est après tout la première victoire navale française qu'on annonce dans les journaux depuis près d'un quart de siècle. La dynastie aux fleurs de lys entend faire passer un message fort, elle réussit là où Napoléon a toujours échoué, que ce soit en Espagne à Trocadéro ou bien sur les mers à Navarin. L'année suivante, Charles X persiste et signe avec l'expédition de Morée où 15 000 hommes sont débarqués dans le Péloponnèse. Le corps expéditionnaire assiège les garnisons turco-égyptiennes qui se replient dans les forteresses, tandis qu'une armée russe mobilise le gros des forces ottomanes vers le nord. Le sultan à Constantinople n'a plus le choix, il reconnaît l'indépendance de la Grèce en 1830 et Charles X ne se gêne pas pour se montrer comme un libérateur. Reste à savoir bien sûr si la gloire des armes suffira à restaurer sa popularité dans l'opinion publique. Malheureusement pour le roi, ses efforts sur la scène extérieure ne sont pas couronnés de succès sur la scène intérieure. L'opposition se révolte contre la censure de la presse et le soutien de la Chambre des Pairs est de plus en plus appuyé. Les libéraux et les modérés se regroupent désormais dans le parti des doctrinaires, avec comme soutien Lafayette ou bien le banquier Jacques Lafitte. Ils n'ont pas la majorité, mais les conservateurs se déchirent à leur tour en deux groupes. Il y a les ultras de Villèle, qui veulent maintenir un semblant de régime parlementaire, et il y a les ultras de La Bourdonnais, qui veulent revenir à l'absolutisme. On pensait cela impossible, mais il y a bien des ultras encore plus ultras que les autres, qu'on appelle pour l'occasion les ultras pointus. C'est dans ce contexte que Charles X fait un pari extrêmement risqué, il choisit d'ignorer toutes ces critiques en nommant des ministres anti-révolutionnaires. Polignac prend la tête du gouvernement en 1829, alors que ce royaliste a combattu les Jacobins. La Bourdonnais, quant à lui, reçoit le ministère de la police, c'est-à-dire que les ultras pointus s'emparent de l'un des portefeuilles les plus importants. Cette fois, c'en est trop pour les doctrinaires, les élus décident d'envoyer un ultimatum à Charles X pour l'obliger à reconsidérer son choix. Cet ultimatum est en fait une lettre, signée par 221 membres de l'opposition, qu'on appelle Adresse des 221. Datée du 16 mars 1830, elle demande au roi de renvoyer son gouvernement ou bien d'organiser de nouvelles élections. Le Bourbon est ainsi placé devant un choix cornélien, soit il s'abaisse devant la pression des députés pour éviter une révolte, soit il engage un rapport de force mais prend le risque de perdre sa majorité. Sauf si, pense-t-il sûrement tout bas, sauf si l'armée remporte une grande victoire avant les élections. Alors, peu impressionné par cette adresse des 221, Charles X décide de jouer son va-tout. Le 16 mai 1830, soit 2 mois après avoir reçu la fameuse lettre, il décide de dissoudre la Chambre des députés, comme la charte du royaume lui en donne le droit. Les électeurs sont appelés au vote pour le 5 et le 19 juillet de la même année, c'est-à-dire qu'entre la dissolution et les élections, le gouvernement a 51 jours pour se préparer.
La flotte de Toulon est prête. Forte de ses récentes victoires contre les Turcs, elle peut transporter, ravitailler et appuyer un corps expéditionnaire de 37 000 soldats. La troupe est surnommée Armée d'Afrique et elle reçoit pour mission de s'emparer d'Alger, dont les forces sont estimées à 50 000 hommes. Par contre, le général de Bourmont à la tête de l'expédition est surpris par le mauvais temps qui ralentit les opérations. Les vents sont contraires au départ de Toulon et l'escadre met plus de 20 jours à traverser la mer. Lorsque l'armée tente de débarquer à Sidi Férouk, une nouvelle tempête menace même de faire couler la flotte qui résiste in extremis aux rafales. La tête de pont ne peut se former que le 16 juin 1830, c'est-à-dire 3 semaines après le départ et déjà 19 jours avant les élections. De Bourmont voudrait marcher de toute urgence sur Alger, mais il apprend que le Dey a réuni son armée non loin des plages. À quelques kilomètres seulement du lieu de débarquement, une troupe d'environ 40 000 Turcs, Arabes et Berbères s'est réunie sur les hauteurs de Staweli pour lui barrer la route. Cependant, ce qui aurait dû se transformer en déroute pour les Français se transforme en désastre pour les Algérois. Ces derniers font l'erreur de quitter leur position dominante pour engager l'armée d'Afrique en race campagne, à un terrain où les Européens sont à leur avantage. La cavalerie arabo-berbère fonce sur l'envahisseur qui resserre les rangs, et malgré l'effet de surprise, la puissance de feu des Français décime complètement l'armée du Dey. Lors de la bataille de Staweli, le 19 juin 1830, l'armée d'Afrique du général de Bourmont remporte une victoire décisive. Elle s'ouvre ainsi la route de la Cité Blanche, car entre le champ de bataille et Alger, il ne lui reste qu'environ 40 km à parcourir. Pendant ce temps, le Dey doit faire face à une révolte de janissaires et ses alliés l'abandonnent tour à tour. Sa citadelle est assiégée par ses rivaux qui pressentent un basculement de pouvoir et qui veulent en profiter pour placer leurs pions. S'il s'en sort de justesse, le Dey ne parvient pas à inverser le cours des événements pour autant. L'invasion française a été très bien préparée et le général de Bourmont dispose de nombreux renseignements récoltés à l'époque de Napoléon. Le 3 juillet, le corps expéditionnaire assiège la dernière défense de la cité tenue par un vieux fort ottoman. De l'autre côté, l'escadre de Toulon attaque le port d'Alger depuis la mer et bombarde les côtes. Là, il faudrait au Dey une armée de secours pour attaquer les Français à revers, mais ni les Turcs, ni ses vassaux à Constantine et Oran ne répondent à son appel. La Cité Blanche est isolée militairement et diplomatiquement et n'a plus d'armée pour se défendre. Le lendemain, la garnison du fort ottoman évacue la place forte en mettant le feu aux réserves de poudre. L'explosion se fait entendre à des kilomètres à la ronde et sonne le glas de la résistance algéroise. Dès le 5 juillet, c'est-à-dire le même jour que le premier tour des élections à la Chambre des députés en France, le Dey fait part de sa reddition à l'armée d'Afrique. Il invite les Français à défiler dans la Cité Blanche, sans savoir que ces derniers y resteront pendant 132 ans. La chute du fort ottoman, rebaptisé pour l'occasion en Fort l'Empereur, en l'honneur de Charles Quint qui avait tenté de le conquérir en son temps, marque en effet le début de la période coloniale en Algérie. Celle-ci ne se terminera qu'en 1962 et changera le destin des deux pays à tout jamais. Quoiqu'en 1830, ni le conquérant ni le Dey d'Alger ne sont conscients du destin qui attend leur peuple. De Bourmont ne pense qu'à une chose après la reddition de la Régence, il a besoin que son navire le plus rapide remonte de toute urgence à Toulon pour annoncer sa victoire à Paris. C'est le Sphinx qui reçoit l'honneur de transporter la lettre et le navire à vapeur remonte à pleine vitesse vers le nord. Maintenant, malgré toutes les prouesses technologiques de la marine française, la nouvelle de la chute d'Alger ne peut être annoncée que 4 jours plus tard. Nous sommes alors le 9 juillet, au matin, quand le message du Sphinx est télégraphié vers la capitale. Lorsque l'annonce arrive à la Chambre des députés, cela fait pourtant 4 jours que le premier tour est passé. On annonce déjà une déroute dans les urnes pour le gouvernement et les ultras se préparent à des émeutes. Charles X vient de faire une démonstration de force, mais la France est quand même au bord de la révolution. Alors, le roi saura-t-il éviter le pire en vantant le mérite de ses armées dans les journaux, ou a-t-il complètement manqué son coup en déclenchant une guerre inutile? Si le triomphe des armes échoue à maintenir les ultras au pouvoir, comment les Bourbons pourront-ils contenir la vague libérale qui s'annonce? Les prochaines semaines qui vont suivre détermineront le destin du royaume pour le siècle à venir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Merci à France Dérive d'avoir soutenu la chaîne en parrainant cette vidéo. Mettez vos appareils à l'abri de la fraude grâce à leur service intuitif et profitez-en pour protéger toute votre famille. En cliquant sur le lien juste en dessous, vous obtiendrez 60% de réduction sur votre abonnement. Quant à nous, rendez-vous très vite pour l'épisode 4 où nous verrons comment Charles X va tenter de remporter le second tour. Le vote sera très serré et la réaction du gouvernement sera déterminante dans un contexte où toute la bourgeoisie est prête à descendre dans les rues.